Donc nous remercions tout le monde d'être venu aujourd'hui pour cette journée d'information, de sensibilisation et festive donc autour du collectif Canbus contre ce projet archaïque, inefficace, destructeur, le boulevard Urbain Sud, qui existe depuis 1933 et qui est ressorti malheureusement des cartons il y a peu. Je tiens à remercier les élus qui nous ont rejoints aujourd'hui. Madame la députée Claire Pitola, Hervé Manchon, conseiller d'arrondissement du secteur, Christian Pellicani et Christine Juste aussi, voilà, mais qui, voilà, élu, peut-être élu bientôt, mais en tout cas active au niveau, voilà, de notre lutte aussi. Donc le collectif Canbus, comme disait Annick tout à l'heure, regroupe 5 associations, SOS Nature Sud, une association transversale sur les problématiques d'environnement sur les quartiers sud, UCL qui a beaucoup œuvré pour le parc des Calanques, Sauvons la Mathilde qui défend le parc de la Mathilde dans le Caveau contre le projet du boulevard Urbain Sud qui devrait passer au milieu et qui œuvre aussi pour la qualité de vie au Caveau, face au bus qui défend les jardins des familles contre le bus toujours, qui devrait en imputer à peu près un tiers et passer en plein milieu. Donc, ce qui n'a plus de sens sur cet espace de biodiversité de 4 hectares. Donc voilà, le collectif Canbus a été créé en 2015 et a décidé d'aller ensemble contre ce projet puisqu'on a vraiment une logique commune et on le rejette dans son ensemble. On a beaucoup travaillé avec des experts pour montrer que c'était avant tout un projet inefficace. Donc on n'est pas simplement des écolos dans l'âme qui aiment les papillons et les vélos, même si c'est le cas pour certains d'entre nous. Voilà. Mais les écureuils, évidemment. Et les nains de jardin aussi, puisqu'il y en a beaucoup dans la Pinède. Mais on veut surtout montrer que c'est un projet qui ne marchera pas. C'est un projet qui est censé résoudre les problèmes de mobilité dans les quartiers sud, mais il ne va faire que les aggraver. Et ça, on s'appuie sur des études assez précises, notamment sur les études de trafic, études d'impact, qui sont soumises à l'enquête publique et qui ont indiqué que la majorité des carrefours vont être saturés dès l'ouverture. Donc à ce moment-là, quid de la fluidité tant rêvée? Et surtout, à l'arrivée à la Pointe Rouge, ça va être juste une catastrophe. Les voitures vont se jeter dans la mer, puisqu'on ne sait pas trop où elles vont aller. Il n'y a pas vraiment d'espace de stockage, de parking prévu. On ne sait pas ce que va devenir le flux. Voilà. Et donc ça, c'est un gros point de manquement aussi au niveau du projet, puisque là, ça va être un embouteillage monstre et une impasse, clairement. Qui est d'autant plus c'est un risque avéré, parce que la métropole a comme slogan « En route vers le littoral » avec ce projet-là, donc incite vraiment les gens à venir avec leur voiture pour profiter des joies de la Pointe Rouge et des Calanques, et saturer encore un peu plus cette route qui va jusqu'à Callongue ou qui va de l'autre côté un peu vers l'Escale. Donc voilà, ça c'est quand même le phénomène d'aspirateur à voiture qu'on craint, qui va là trouver un point de paroxysme au niveau du littoral. Pour revenir d'ailleurs sur le phénomène d'aspirateur à voiture, qui est un phénomène bien connu, lorsqu'on crée de nouvelles structures routières, on crée de nouvelles opportunités pour les voitures, et à ce moment-là, il y a de plus en plus de voitures. Donc on renforce quelque part la logique de la voiture, alors que maintenant il est urgent de passer à une logique différente, une logique systémique au niveau des transports publics et des mobilités actives. Parce que là, actuellement à Marseille, on reste sur de l'accessoire avec les mobilités actives et les transports en commun, l'ADN restant la voiture. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit l'inverse, que la voiture devienne accessoire et pas l'ADN des projets. Donc là, ce projet-là va vraiment inciter, même si la métropole s'en défend en disant oui, mais il y a des transports en commun, il y a des pistes cyclables, donc c'est fabuleux, il y a des arbres autour, c'est paysager. Mais avant tout, c'est quand même des routes pour les voitures. Donc pourquoi ne pas penser autrement les choses, inverser la logique et se dire bon, maintenant il ne s'agit pas de proposer des solutions pour les voitures, mais au contraire, comment réduire ce flux de voitures et passer à autre chose dans la ville la plus polluée de France où on perd 6 mois d'existence de vie par an.
par an. Pardon. 6 mois d'espérance de vie, c'est ça que je veux dire, 6 mois d'espérance de vie par rapport à Paris, et qu'on est dans la ville la plus embouteillée. Donc là, il est urgent d'agir, et c'est pour ça qu'on s'est dit, on agit déjà sur le point de l'efficacité. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est la défense des espaces naturels et remarquables. Et là, on a à peu près 8 hectares de parcs et jardins qui vont être sacrifiés par ce projet, avec 3 points névralgiques, le parc de la Mathilde, le jardin des familles, Joseph Héguier, donc qui est vraiment un endroit incroyable. Si vous ne connaissez pas, je vous incite à y aller, si possible, pour découvrir cet espace de biodiversité de 4 hectares. Et la pinède du roi d'Espagne, cette coulée verte, où il y a 200 arbres. Et donc, si j'arrête de parler... on n'entend plus ma voix, mais ça c'est pas grave, mais surtout on entend quelques oiseaux et on entend le silence. Et ça c'est un élément aussi important, c'est qu'il y a la pollution sonore, il n'y a pas que la pollution aux particules fines, il y a la pollution sonore. Et là, dans ces espaces-là, qui pour l'instant sont préservés, on va se retrouver avec une rocade en plein milieu et 42 000 véhicules prévus sur l'ensemble du parcours. Donc ce qui est quand même assez incroyable d'imaginer ça ici aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore réalisé que ça va arriver et donc il faut vraiment sensibiliser au maximum autour de vous. Au niveau de la pollution aux particules fines, puisque j'en parlais aussi rapidement, ça c'est un point essentiel. Il y a un risque sanitaire qui est très fort avec ce projet, parce que les particules fines PM10 et PM5 sont très nocives au niveau de la santé. Et ce projet avec 42 000, sans parler d'autres, voilà, et de 5 aussi, ce projet donc, va amener tout ce flot de voitures, donc beaucoup de pollution, sans compter aussi qu'il n'y a pas eu un point qui a été vraiment modélisé, c'est que autour de l'emprise, il y a des projets immobiliers qui fleurissent un peu partout. Donc on peut aussi se poser la question de pourquoi a été fait ce projet, et ça va rajouter aussi des voitures. Et ça, en termes d'impact, ça n'a pas non plus été vraiment simulé. Donc on va se retrouver avec double, triple peine, enfin bon, c'est sans fin. Et pour les écoles, les crèches, les maisons de retraite, les hôpitaux, il y a un gros risque sanitaire, puisqu'on passe pas loin d'une vingtaine d'établissements sensibles, avec des pollutions, des populations sensibles au niveau des particules fines. Et là, ça pose un vrai problème sanitaire. Voilà. Donc Greenpeace là-dessus aussi nous rejoint par ses actions au niveau donc des enfants des écoles. C'est pour ça qu'on a édité un tract que vous avez peut-être vu autour de ça spécifiquement. Maintenant, on nous pose souvent la question de bon, ben, c'est bien beau de vous opposer à ce projet, mais qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il y a quand même des problèmes de mobilité dans le secteur. Donc là, nous, on n'a pas vocation à donner une solution clé en main, on n'est pas des urbanistes, mais on propose quand même des pistes à étudier, notamment le fait de mettre à fond les investissements et le projet sur la mobilité durable. Donc ne pas avoir à ce moment-là de voie de voiture, mais pourquoi pas que des transports en commun et des vélos. Transports en commun évidemment propres, hein, donc qui pourraient être des bus électriques ou pourquoi pas un tramway. Ça, c'est à étudier, hein, voilà, on n'apporte pas une solution précise. À ce moment-là, ça permettrait aussi de réduire l'emprise, de pouvoir détourner plus facilement certaines sections problématiques, d'avoir du silence et de paysager beaucoup plus. Parce que ce qui serait incroyable, ça serait d'avoir, incroyable pour Marseille, mais pourquoi pas, un jour, ça pourrait devenir vrai, on ne sait jamais, ça serait d'avoir une coulée verte sur l'ensemble du parcours, qui soit un espace de promenade, de déambulation, qui serait à la fois fabuleux pour les Marseillais et aussi pour les touristes. Et là, on aurait un projet vraiment intéressant, même en termes de stockage carbone, etc. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et donc, évidemment, avoir un point très précis sur les espaces remarquables pour éviter de passer en plein milieu. Hein, parce que ça n'a vraiment aucun sens. On parlait d'écoquartier. Au milieu, il y a un boulevard qui va passer, qui va éventrer le quartier, qui va détruire 200 arbres et amener 42 000 voitures. Mais où la logique à 2 pas du Théâtre de Centaure, au ras de la casquette du parc de la Jarre, de la Jarre. Donc, voilà. Et le lendemain d'ailleurs, sur le lendemain, ils coupaient 9 arbres de plus sur la Colgate. Voilà. Donc là, on essaie de discuter, mais de pointer surtout les incohérences et de sensibiliser au maximum via
des médias qui nous suivent régulièrement et qui font écho un petit peu aussi de nos actions. On les remercie. Donc voilà, donc ça c'était un petit point là-dessus, sur nos actions. On a une pétition en ligne que je vous incite aussi à signer. Je vous propose aussi de laisser vos coordonnées pour qu'on puisse régulièrement vous informer, surtout si on a de plus en plus d'actions prévues, et parce qu'il y aura besoin vraiment de se mobiliser lorsque les choses vont se corser, et ça risque d'être le cas bientôt. Quand vous regardez le dossier d'enquête du projet, vous constatez que les études de trafic sur la métropole, ce que disait un petit peu Cédric tout à l'heure, ne regardent absolument pas ce qui se passe quand les voitures arrivent sur le littoral. Elles tombent dans la mer, elles vont à droite, elles vont à gauche. On ne sait pas. Et dans le jugement, alors que l'on avait soulevé ce point en disant que ça allait aggraver les conditions de circulation sur le littoral sud, sur la vue de la Madrague de Montredon vers les Goudes, etc., le jugement dit, que nous, en reprenant les arguments de la métropole, que nous n'apportons aucune preuve que cette circulation va être aggravée, ce qui est quand même de très mauvaise foi, parce que, je veux dire, nous, même si certains d'entre nous peuvent avoir des connaissances en matière de transport, nous ne sommes pas des techniciens des transports, nous n'avons pas les outils informatiques qui permettent de faire des simulations des études de trafic, donc on considère que ce n'était pas à nous de prouver qu'il y allait avoir cet accroissement, mais c'était au contraire à la métropole de démontrer qu'il n'y aurait pas d'aggravation, ce qu'elle s'abstient bien de faire. Parce que quand on dit ce que Cédric disait tout à l'heure, en route vers le littoral, je veux dire, c'est bien tout un programme. Et quand vous regardez le dossier d'enquête publique sur le boulevard Urbain Sud, il est marqué à plusieurs reprises la porte d'accès des Calanques, principale porte d'accès des Calanques, pour justifier le boulevard Urbain Sud. Alors ce qui est amusant de constater quand même, c'est que dans les échanges de mémoire, dans le cadre de la procédure administrative, tribunal administratif, quand même il y avait un changement sémantique des arguments de la métropole qui parlait de désenclaver les quartiers sud. Donc à ce point-là, dans l'enquête publique, il y avait des propositions qui avaient été faites que le boulevard Urbain Sud soit réservé uniquement au transport collectif et au mode doux. Ça n'a pas été retenu. Et un certain nombre d'autres arguments. Donc on a déposé notre appel, qui a été déposé au milieu du mois de mai. Donc maintenant, la procédure va suivre son cours, c'est-à-dire qu'il va y avoir la métropole qui va répondre avec un mémoire en réponse, etc. etc. C'est un processus qui va quand même durer un certain temps, disons au moins un an. Alors il y a un élément supplémentaire aussi, c'est qu'il y a par exemple Rochebel, ils ont reçu une notification pour l'enquête parcellaire. Alors l'enquête parcellaire, qu'est-ce que c'est? C'est une enquête qui a pour objet d'identifier les parcelles qu'il faut acheter effectivement pour faire le projet, et d'identifier aussi qui sont les propriétaires, locataires ou autres. Donc à l'issue de cette enquête parcellaire, le préfet prend ce qu'on appelle des arrêtés de cessibilité, qui sont des arrêtés qui disent que telle propriété, tel morceau de propriété, la propriété peut être transférée au bénéfice de la métropole. Bon, et ces arrêtés de cessibilité peuvent aussi être attaqués devant le tribunal administratif. Donc voilà aujourd'hui quel est l'état un petit peu des procédures sur le projet de boulevard Urbain Sud. Oui, moi je suis une résidente relativement récente de 2 ans au Roi d'Espagne. J'ai choisi de venir habiter ici pour le cadre de vie, et parce que je trouve la ville de Marseille extrêmement attractive. Donc imaginez ma stupéfaction lorsque j'ai découvert ce projet, grâce d'ailleurs aux tracts qui sont régulièrement mis dans nos boîtes aux lettres. Je me suis renseignée et j'ai vu l'ampleur de la catastrophe qui nous attendait. J'ai constaté aussi en me promenant, comme vous pouvez le constater vous aussi, que sur cette emprise même, les 42 000 voitures vont longer l'école primaire Granados, la crèche Poussy, le collège du Roi d'Espagne, le stade dans lequel nous sommes et bien sûr la ferme pédagogique. Bon, ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable à notre époque, où dans toutes les grandes villes de France, d'Europe et même du monde, on essaie au contraire de trouver des solutions pour préserver, voire implanter des arbres, des espaces verts, c'est-à-dire ce qui amène de l'oxygène et qui absorbe le CO2, et non pas faire le contraire. Donc j'ai compris aussi que cette emprise datait de 1933 et que c'était d'abord une rocade pour contourner une ville, donc ce qui pouvait se comprendre à l'époque, et que les urbanistes n'avaient pas réfléchi à autre chose. Très naïvement, c'est vrai que moi aussi je suis allée interroger Madame Vassal, je suis allée lui demander comment il était possible qu'un urbaniste à notre époque, à Marseille, deuxième ville de France, comment un urbaniste avait pu continuer avec ce projet-là et ne pas réfléchir à l'implantation des transports en commun. Et nous avons besoin de bus, nous avons besoin de trams, nous avons besoin de pistes cyclables pour nous rendre au bord de la mer, pour nous rendre au centre-ville, pour nous rendre vers les autres quartiers, pour que les autres quartiers viennent vers nous. La mobilité au XXIe siècle, elle n'est plus celle du tout-voiture. Je me suis mobilisée parce que, en effet, je suis concernée en premier chef, mais en tant que citoyenne du monde aussi, parce que je trouve ça
pour ces pins que vous voyez centenaires, de les abattre, je trouve ça vraiment lamentable, désolant, et ça impacte sur 100 ans, puisque quand Madame Vassal me répond qu'elle va planter des petits arbres, merci Madame Vassal, mais franchement, avant qu'ils atteignent cette taille, bon, nous serons bien loin, vous et moi d'ailleurs, et elles n'auront hélas pas la chance de bénéficier de leur ombre ni de leur oxygène. Voilà, donc je dis ça aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup d'habitants de ces quartiers, pour leur dire à quel point il est important de signer la pétition en ligne. Il est important d'essayer de rejoindre le collectif, il est important de faire circuler l'information parce que nos voix sont importantes aussi. Il y a des élections en 2020 et nous avons la chance, et une vraie chance, de pouvoir peser, puisque Madame Vassal, il y a une petite porte ouverte pour réviser ce projet, nous pouvons peser sur le changement d'options dans ce projet des transports tout voiture vers des transports en commun. On est là aujourd'hui avec les élus communistes, je les représente, parce qu'à la métropole, qui a la compétence aujourd'hui pour réaliser ce type d'équipement, parce qu'on dit toujours la mairie, mais le maire a transféré, et la loi a transféré toutes les compétences d'aménagement à la métropole. Et notre ami Pierre Lemaitre-Plessis a bien précisé, la métropole à plusieurs reprises, les recours, et donc il ne faut pas se tromper de cible. Et là on a affaire à une bande de bonimenteurs politiques, mes collègues élus, mais qui ne sont pas de la même majorité, parce que quand j'entends notre ami Cédric Joux vous parler d'un maire de secteur par rapport à l'autre, effectivement, il a beau jeu, monsieur Laurier-Perrault, de dire « je vous écoute », alors qu'ils sont dans la même majorité, et je peux témoigner, et les PV de réunion peuvent le montrer, ils votent les mêmes textes, les mêmes décisions concernant ces aménagements. Il y a un jeu de rôle entre l'un et l'autre, ils jouent sur des blancs, mais il faut être honnête aujourd'hui, là je ne suis pas là pour vous raconter des mensonges, il y a des élus qui vont vous dire on est d'accord avec vous, on va vous écouter et tout, et qui votent régulièrement toutes ces décisions. Et là, ça devient insupportable. Moi qui suis dans l'opposition maintenant contre leur politique depuis des années et je les vois faire, comment ils arrivent à vous tromper tous les jours, il faut en finir. C'est pour ça quand madame conclut en disant je suis une riveraine et j'espère qu'en 2020 on aura une fenêtre de tir pour changer les choses, je crois que c'est la dernière fenêtre de tir pour changer les choses sur ces dossiers-là. Parce que si on la loupe, la fenêtre de tir de 2020, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au-delà de ce boulevard qui va le faire, pour le tout voiture, il y a tous les projets immobiliers que tu as évoqués. Parce qu'il faut regarder le débat sur le plan local d'urbanisme intercommunal qui a été clos par l'enquête publique qui a été close et le commissaire enquêteur a rendu sa copie. Il donne un avis favorable sous réserve. Mais quand on voit le nombre de projets immobiliers programmés sur des espaces verts, sur des espaces municipaux qui étaient désignés pour être des équipements publics, il y a de quoi s'effrayer sur la ville de demain. Et donc, dans ce cadre-là, notre groupe, on continue, mais on a besoin, et heureusement, et je le dis, je félicite les associatifs qui ont pris l'initiative, et c'est dur d'aller au tribunal jusqu'au bout et en appel, parce que ça demande des moyens financiers, qui nous donnent le temps nécessaire de repenser le projet. Parce que s'il n'y avait pas eu vous, aujourd'hui, même en tant qu'élu dans l'opposition, on serait démunis complètement pour agir, parce que les travaux auraient été beaucoup plus vite. D'où l'importance de rester mobilisé et de donner à la force citoyenne les moyens de mener ce combat-là, qui est un combat, je dirais, d'ordre politique. Politique au sens grec de la définition, c'est gérer les affaires de la cité. Heureusement qu'il y a des gens qui, aux côtés d'élus comme moi et que d'autres, je pense à Hervé, madame, je ne sais pas, parce qu'elle représente la République en marche, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Mais en tout cas, on est un ensemble d'élus, encore à Marseille, à s'opposer à ce tout voiture. Et mon dernier mot, c'est pour dire qu'effectivement, il y a des solutions alternatives. On ne peut pas laisser ces quartiers comme dans cet état-là. Et pour dire, parce que madame a parlé de 1933 pour la date référence à la L2 au boulevard urbain sud, il faut savoir qu'il y a des syndicalistes qui, en 1937, pensaient déjà à desservir vos quartiers par le métro. Et pourquoi ça s'est évaporé? Parce qu'on aurait peur de gros investissements. Est-ce que nos quartiers ne méritent pas une desserte souterraine rapide, comme dans la région parisienne ou ailleurs, ou à Lyon, où on peut aller en banlieue comme ça? Là, la banlieue est dans la ville. Est-ce qu'on ne pourrait pas desservir le parc des Calanques autrement que par la voiture? Et c'est pour ça que quand j'ai proposé, alors Pierre le rappelle à chaque fois, l'histoire des bateaux-bus, c'était pour justement désengorger les navettes maritimes, la Pointe-Rouge et la Madrague, de tous ces véhicules de touristes et d'estivants qui se croient obligés de venir en voiture parce qu'il n'y a pas d'alternative pour aller visiter le parc des Calanques. On a des solutions qui existent, il faut les développer, et encore on n'est pas devant l'inéluctable, les arbres sont toujours debout, et je pense qu'on va y arriver. Voilà, merci. Nos enfants nous jugeront. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Nous sommes à un tournant de l'histoire d'une espèce, qui est l'espèce humaine, et il n'y a pas de petits gestes inutiles pour sauver l'humanité. Le boulevard urbain sud,
c'est un exemple de ce qui ne doit plus se faire. Il y a 3 poumons verts. Les arbres apportent de la fraîcheur. La végétation est un abri pour la biodiversité. Ici, même si on replante, on aura tué les espèces, insectes et mammifères, rongeurs, les écureuils, la même population faunistique que celle du parc, qui est à 250 mètres à vol d'oiseau. Ici, il y a des renards, il y a des sangliers, il y a des écureuils, il y a des hérissons. Avec des arbres neufs, on les aura perdus. Et ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas parce qu'il y aura du bitume, et que le bitume fera monter la température sur cette bande d'à peu près 4 degrés, nuit et jour, puisque le bitume est réfractaire. Alors moi, je me suis engagé en politique en 2012, mais avant ça, j'étais comme vous. J'étais révolté, j'étais dans le 11e arrondissement de Marseille, il y a eu des projets écocides. On a lutté, on a fait des pétitions, on a gagné certains de nos combats, on en a perdu d'autres. Et puis, le parti Europe Écologie Les Verts est venu me mettre sur une liste et j'ai été élu par accident. Je reste un élu citoyen, je suis bénévole, mon métier c'est d'être enseignant et j'habite au Roi d'Espagne. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, vous êtes des lanceurs d'alerte. En fait, le politique, c'est par fainéantise qu'il reprend ce projet de 1930, ce projet anachronique, un tracé. Et c'est par dogmatisme que lorsque une association ou un collectif vient s'inquiéter des impacts sur l'environnement que créeront ce projet, c'est par dogmatisme qu'on refuse de les écouter, ou pire encore, qu'on fait semblant de les écouter. Et là, la pique lancée par Christian au sujet de Royer-Perrot et de M. Morenne, 2 maires de secteur qui sont donc responsables au niveau des arrondissements de ce projet, 2 maires de secteur du même groupe. Il y en a un d'un côté qui dit « Oui, je suis conscient maintenant de l'urgence à préserver certains points verts du projet. Je vais en parler, mais je n'ai pas tout pouvoir. » Et de l'autre côté, vous avez le responsable du groupe en mairie centrale qui dit, et c'était mercredi soir, « Je ne reviendrai pas sur ce projet. » Voilà la réalité. La réalité, c'est qu'on tient un double discours. D'un côté, on fait patienter en disant « Nous sommes conscients des enjeux du projet » et de l'autre côté, le chef a dit qu'il ne reviendra pas dessus parce que vous êtes de dangereux agitateurs et qu'on ne vous voit pas comme ce que vous êtes réellement, des lanceurs d'alerte. Voilà, bon, on va revenir sur quelques points techniques. Il y a 3 poumons verts donc sur ce parcours. C'est quand même pas très difficile aujourd'hui de transporter énormément de gens sur cet axe avec des transports rapides et non polluants, de ne pas donner priorité à la voiture, de faire des parkings de délestage. Ça n'est pas une impossibilité technique. Il y a juste besoin de se poser un temps sur ce projet et d'accepter de remettre à la discussion avec les techniciens ces 3 points-là. Il y a sur ce projet aussi envisagé 42 000 véhicules, donc je vous rappelle que 42 000 véhicules, c'est ce qui passe au niveau du haut de Plombières devant le Dôme, nuit et jour, 42 000 véhicules. C'est la même densité de circulation de voitures. Ceci entraîne bien entendu des nuisances sonores, c'est une pollution, le bruit, et ça entraîne des problèmes de santé, et ça entraîne bien sûr régulièrement des hausses de pics et des pics de pollution, des hausses des niveaux de polluants, des maladies, et nous avons en région PACA dernièrement environ 1400 morts. On a eu environ 1400 morts par an en raison de la mauvaise qualité de l'air. Voilà ce que l'on veut importer ici, alors que nous avons un exemple avec le roi d'Espagne, de ce que devrait être la ville. Une ville climat, une ville nature, où on arrive à concilier la nécessité de loger des gens et en même temps la nécessité de préserver notre environnement pour les générations futures. Voilà. Vous êtes dans un musée et on espère qu'il ne sera pas rasé. Je vous remercie. Je partage en tout point les constats techniques qui ont été apportés par le collectif Cambus et je pense que tout ça nous permet de dire que ce projet est obsolète aujourd'hui. Ça a bien été exprimé par une riveraine. On est dans une situation qui n'a plus lieu d'être et qui doit être révisée.
Ce que je fais aujourd'hui au quotidien pour aider ce collectif, c'est d'essayer de solliciter les services de l'État pour qu'ils regardent d'un peu plus près, parce qu'à la fin, c'est eux qui feront le contrôle de légalité sur ce projet. Pour l'instant, il y a des recours. Et ce que j'essaie de faire aussi, c'est de connecter ça aux différents plans nationaux, puisque mon mandat est national, donc je n'ai pas de pouvoir de décision local. Bien sûr, nous serons présents aux prochaines élections et nous essaierons de faire en sorte de bâtir un programme qui favorise la nature en ville. Aujourd'hui, c'est dans les plans nationaux que nous travaillons dans notre couleur politique sur la nature en ville. C'est le plan biodiversité qui a été lancé ici même à Marseille par Nicolas Hulot et qui est maintenant poursuivi par le ministre de l'écologie actuel, François de Rugy. Dans ce plan biodiversité, on parle de la nature en ville. Et donc là, on rejoint le boulevard urbain sud. Ce boulevard urbain sud, il vient vraiment questionner la nature en ville. Et donc, on doit pouvoir aujourd'hui faire en sorte de préserver les espaces naturels actuels pour des questions évidentes d'environnement, mais aussi de santé. Quand on parle de l'élévation de température dans les villes, on a un vrai sujet sur l'impact sur les populations. Et quand on parle de qualité de l'air, là, la qualité de l'air, on a des chiffres maintenant qui sont assez conséquents. 50 000 morts par an, 28 000 cas de pathologies respiratoires par an. Et à Marseille, on est sur l'une des métropoles bête noire de la pollution de l'air. Donc, on a un vrai sujet là-dessus. Et je voudrais rappeler ces éléments techniques qu'a cité Cédric. C'est aujourd'hui, le dossier ne montre pas d'amélioration de la qualité de l'air. Donc ce n'est pas acceptable aujourd'hui de faire un projet qui ne va pas améliorer la qualité de l'air. On a des établissements recevant un public fragile qui vont longer ce projet et régulièrement, je dépose des amendements à l'Assemblée pour faire en sorte qu'on mette plus d'obligations sur respecter les seuils de qualité de l'air aux abords des établissements recevant un public fragile. Donc voilà, dès aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte que les règles soient un peu plus, on va dire, favorisent, contraignent. La contrainte, c'est toujours mal vu aujourd'hui, mais en tout cas, que les règles aujourd'hui fassent en sorte de préserver à la fois la nature en ville et la pollution aux abords des établissements qui reçoivent un public fragile, en premier lieu nos enfants, mais aussi les hôpitaux, les EHPAD, voilà, tous ces publics, personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunes enfants qui ont besoin d'avoir un air sain à proximité. Et puis, toutes les populations ensuite sur la nature en ville qui ont besoin de ces espaces qui créent du lien social et qui aussi donc favorisent la température qui est bénéfique à notre santé. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, je suis vraiment de tout cœur avec vous et bravo pour votre mobilisation aujourd'hui. Si vous avez des questions, on peut faire un petit moment d'échange. Est-ce que vous pouvez, vous êtes à Paris, à l'Assemblée nationale, c'est ça? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour vraiment mettre en alerte beaucoup de gens et dire que ce boulevard, il n'a pas lieu d'être à Marseille, etc. Il fait stopper ce projet, surtout. Là, t'es clair. Est-ce que c'est réalisable? Ma principale action, c'est de voter des lois, mais c'est aussi de m'inspirer de mon territoire pour pouvoir les voter et les amender. Donc il y a une première action assez simple qui est de mettre des amendements à chaque fois qui fassent en sorte que des projets comme celui-ci ne puissent plus aboutir, puisqu'il est obsolète, il n'est plus dans l'air du temps, et il ne va pas dans le sens de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on vient de voter une loi sur l'orientation des mobilités, en première lecture, il y aura encore des discussions, mais qui vise justement à fluidifier la mobilité, mais tout en préservant la santé des populations, donc beaucoup plus de mobilité verte, beaucoup plus on va dire de mutualisation. Le but, Cédric l'a dit, le but c'est de limiter notre emprise sur le sol. Donc ça c'est la première action, mais après c'est aussi faire en sorte que le préfet ici, qui va être le représentant de l'État et des ministres, soit bien conscient de ces difficultés sur ce projet. Et ça oui, je lui aurais reporté plusieurs fois qu'il n'était pas satisfaisant d'un point de vue ne serait-ce que sanitaire vis-à-vis des populations, et qu'on n'avait pas la preuve qu'on allait améliorer les transports. Et donc la prochaine étape, il est très intéressé, il n'avait pas encore en tête le sujet, puisque les services de l'État, c'est comme partout, vous avez plusieurs couches de hiérarchie, et avant de toucher le préfet de région, en fait, vous avez tous les services qui vont essayer de régler les problèmes, mais en général, qui font traîner. Donc, parce qu'ils ont beaucoup d'autres dossiers. Donc moi, c'est l'avantage, quand j'ai été sollicitée par le collectif Cambus, ça a été de pouvoir sensibiliser tout de suite le préfet,
Donc il est bien au fait, et là pour l'instant il y a une décision de justice qui est attendue sur un recours, donc voilà, petit à petit c'est les étapes à passer, et s'il faut vraiment, on va dire, secouer fort au niveau du ministère sur ce dossier, je le ferai. Pour l'instant je passe par les étapes qui sont... voilà. Donc je fais partie de l'association Sauvons la Mathilde. Ici, on est un groupe de personnes qui sont déjà sensibilisées au problème. On a tous l'impérieux devoir de sensibiliser notre environnement. Et comme j'ai passé hier et que ça m'a frappé, je vous engage à passer boulevard de Sainte-Marguerite et à regarder la trouée que fait le boulevard Urbain Sud. Moi, je ne reconnais plus mon quartier parce que avant, il y avait plein d'arbres et que maintenant, c'est un désert terrible. Alors oui, peut-être que dans 30 ou 50 ans, il y aura sur cette partie des arbres qui seront, qui n'auront pas ces tailles-là, mais qui seront déjà de beaux arbres. Mais ce n'est pas pour demain. Et donc, il y a nécessairement une dégradation de nos conditions de vie. Deuxième chose, le projet parle, bien sûr marginalement, mais de transport en commun. Sachez que quand le boulevard Urbain Sud va ouvrir dans sa première tranche, il n'y aura pas de transport en commun. Donc ce sera uniquement une voie de plus pour les voitures. J'ai lu la charte de la biodiversité mise en place à Marseille par Nicolas Hulot. J'ai vu qu'un des traits importants de cette charte, c'était l'écoulement des eaux, la perméabilisation des sols. Et j'aimerais que cet argument soit un peu plus souligné dans le débat. C'est l'imperméabilisation des sols par les revêtements minéraux. C'est très important. Ça rejoint bien la charte de la biodiversité que vous avez évoquée, Madame le député. Voilà, je voulais insister là-dessus. La question fait débat et pour l'instant on n'est pas écouté au niveau municipal en tout cas, puisqu'on a même demandé de notre côté non seulement qu'on arrête de faire des axes bitumés, mais qu'en plus on désimperméabilise les cours d'école par exemple. Et là j'ai l'impression qu'on leur parlait de la planète Mars et pas de Marseille. Est-ce que justement on peut exercer notre pression de citoyens en signant cette pétition? Est-ce que si on sensibilise notre entourage, on aura une masse? Oui. Donc il faut le faire. On la trouve où? Oui, bien sûr. Voilà, la pétition, elle est sur change.org, elle est sur tous nos documents, il y a le lien. Là, on est à 2300 à peu près. Ça commence à être un petit peu plus important.